Nous reprenons par un sujet qui est essentiel, intégrer la performance environnementale dans la gestion de l'entreprise, qui est donc un sujet de préoccupation pour le contrôleur de gestion. Pour adresser ce sujet-là, on a créé un groupe de travail RSE et contrôle de gestion. Notre objectif n'étant pas de traiter le sujet RSE dans son ensemble, mais plus de traiter l'impact sur le métier de contrôleur de gestion, puisqu'il y a toujours un certain nombre de questions qui se posent. Est-ce que c'est le contrôleur de gestion qui est dédié, qui s'y intéresse, etc. Enfin, je ne vais pas dévoiler les secrets de la table ronde suivante. Ce groupe de travail produit 3 essentiels sur le sujet, que vous avez peut-être déjà reçus, et si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller consulter l'espace documentaire de la DFCG. Donc un essentiel sur la taxonomie, un essentiel sur le bilan carbone et un 3e essentiel à paraître sur les KPI, les 3 sujets étant traités avec un angle contrôle de gestion, et c'est Annick Delombard et Isabelle Collera qui se sont chargés de piloter ce groupe de travail très fructueux. Donc je vais appeler pour la table ronde suivante Isabelle Collera, qui va l'animer, Pierre Berthaud, qui est ici, Christian Didier et Constance Geste. Je vais leur laisser le soin de se présenter et de traiter ce sujet passionnant. Donc bonjour à tous, Isabelle Collera. Donc déjà je remercie le groupe précédent pour avoir chauffé la salle et introduit notre sujet. Donc l'année dernière, pour ceux qui étaient présents aux rencontres, nous avions reçu Claire Guénaud pour le groupe Kering et Philippe Herman pour Veolia, et nous avions commencé à échanger justement sur la taxonomie et l'intégration de la RSE dans la fonction finance. Comment en fait la fonction finance commençait à intégrer le reporting extra-financier. Depuis l'année dernière, ça ne vous aura pas échappé, le contexte législatif a continué à évoluer et à se préciser. Donc vous l'avez évoqué avec la CSRD, où on va publier en 2025 sur les comptes de 2024. Et pour le bilan carbone, et on va y revenir sur cette table ronde, où maintenant le scope 3 est devenu obligatoire. Donc la fonction finance, dans ce contexte, prend de plus en plus de place parce que nativement, nous savons modéliser la donnée, nous savons la projeter et nous avons une bonne vision de la chaîne de création de valeur de l'entreprise. Donc nous savons échanger avec les interlocuteurs et les opérationnels pour essayer de capter cette donnée. Cette année, il nous a paru important de ne pas nous contenter de ce seul aspect législatif qui certes est important et fait que la fonction finance va sur ce sujet, mais de voir également comment le sujet devient stratégique pour l'entreprise. Donc je reçois aujourd'hui Constance, Christian et Pierre, donc je vais les laisser se présenter. Vous avez un micro, vous n'avez pas de micro. Donc, Constance. Bonjour à tous, Constance Geste, je suis directrice finance durable d'Orange, qui est une fonction nouvellement créée chez Orange, rattachée au CFO, voilà, depuis janvier 2023, donc c'est tout neuf. Bonjour, je suis Christian Didier. J'ai créé en 2019 la fonction finance durable chez Danone. J'ai quitté Danone l'an dernier pour maintenant travailler pour des fonds d'investissement et d'entreprises qui travaillent sur leur roadmap climat et finance. J'ai également collaboré avec l'EFRAG pour les ESRS, notamment sur le climat, et je suis membre du bureau de la section ESG de la DFCG. Bonjour, Pierre Berthaud. Donc, je suis contrôleur financier et extra-financier au sein du groupe Ipsos depuis 2020. Et avant ça, j'avais un passif d'auditeur financier dans un cabinet d'audit. Voilà. Donc la première question, donc, nos invités se sont présentés et ça ne vous aura pas échappé, qui sont directrices, directeurs finances durables. Donc c'est une fonction qui n'existait pas, en tout cas quand moi j'ai commencé ma carrière, mais je suis plus vieille que Jonathan, donc voilà. Et donc la première question, en fait, pourquoi la création de ce poste et quelle est votre feuille de route, quel est le rôle que vous a donné la direction en créant ce poste ?
Donc, Christian. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, il y a deux tendances dans les entreprises. Il y a celles qui ont historiquement été les plus exposées. Donc, vous prenez par exemple le secteur de l'énergie, vous prenez le secteur de l'agroalimentaire. Quand on parle de réchauffement climatique, quand on parle de raréfaction des ressources, quand on fait des pommes de terre surgelées, quand on fait des légumes en conserve, quand on fait des yaourts, c'est un sujet dit de license to operate. Donc, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez plus travailler quand le monde change tellement que vous n'avez plus accès à vos ressources. Vous avez par ailleurs une vraie volonté des marques d'aller chercher le consommateur dans ses attentes. Et le consommateur aujourd'hui, dans de nombreux pays, exprime des attentes sur des produits qui veulent respecter son environnement, respecter un certain niveau de performance sociale. Et les entreprises cherchent à développer des avantages compétitifs. Donc il y a un vrai sujet autour de la compétitivité. Et vous avez aussi les actionnaires qui posent des questions légitimes sur où mettre leur argent et comment investir sur les sociétés qui ne font pas partie du problème actuel, mais qui seront la solution à l'horizon de leur investissement, à l'horizon 3-5 ans. Et la conséquence, c'est que vous avez des entreprises qui sont exposées à des marchés qui ne sont pas très mûrs. Donc j'ai un exemple, c'est les crédits carbone. Quand vous regardez les crédits carbone volontaires, la valeur a été multipliée en moyenne par 3 ou 4 dans les 5 dernières années. Et je vous invite à lire un document très intéressant du World Economic Forum qui est sorti la semaine dernière, qui estime que la masse du marché des crédits carbone volontaires sera multipliée par 13 à horizon 7 ans. Donc quand vous avez des entreprises qui parlent de neutralité carbone de leurs produits, de neutralité carbone de leurs marques, elles sont confrontées à des enjeux auxquels elles n'étaient pas confrontées habituellement. Et elles investissent massivement. Je vous invite à regarder les trajectoires de décarbonation de grands groupes comme Unilever et comme Nestlé qui sont publics. On parle de plusieurs milliards d'euros d'OPEX, de CAPEX qui doivent être donc planifiés dans les trajectoires financières des entreprises. Il y a un autre groupe de sociétés, après c'était celles les plus avancées, et il y a celles, je dirais, qui sont un petit peu plus réactives ou qui sont dans des secteurs moins exposés, qui voient arriver des nouveaux coûts. Donc le crédit carbone, le marché du carbone, c'est un sujet, puis qui voient aussi arriver une réforme des marchés réglementés du carbone qui va étendre son périmètre et donc va aller chercher des entreprises qui jusqu'à présent ne payaient pas. Et comme on le disait à l'instant, il y a une obligation de transparence organisée par la taxonomie, par la CSRD, qui fait que les entreprises qui n'avaient pas de plan très ambitieux vont devoir dire non plus ce qu'elles faisaient de façon un petit peu isolée, avec des exemples liés à la philanthropie, à la défense de l'image, mais vont devoir communiquer sur la transformation de leur activité. Donc, dans tout ce que j'ai dit, on parle de quoi? On parle de maîtrise des risques, on parle de contribution à la stratégie d'entreprise, on parle de planification, on parle de pilotage de l'activité. Ce sont des mots, je pense, qui sont très proches de votre activité en tant que financier. Donc, on rentre immédiatement dans le domaine de la finance, d'où, je pense, la création de plusieurs postes autour de la finance durable sur ce rôle-là dans des entreprises de taille variée. Constance, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle est votre feuille de route, vous, chez Orange ? Alors déjà, juste pour revenir sur la création de ce poste et pourquoi on a créé une direction finance durable rattachée au CFO, en fait, les enjeux ESG étaient déjà embarqués par plusieurs équipes finance depuis un bout de temps dans le groupe, que ce soit sur des sujets de financement, des sujets comme la taxonomie, comme Christian l'a évoqué côté compta, ou dans nos équipes achats, parce qu'on a un enjeu énorme, notamment sur notre scope 3. Mais à un moment donné, en échangeant avec les équipes RSE, on a fait le constat qu'on avait vraiment besoin de casser les silos, d'aller beaucoup plus vite sur un certain nombre de sujets sur lesquels on avait besoin de clarifier les rôles et responsabilités, on avait besoin de clarifier nos process, on avait besoin de mettre en place des outils, et on a fait le constat que dans les équipes finance, on avait des expertises qu'on pouvait apporter aux équipes RSE, notamment sur tout ce qui est données. Et donc sur la donnée, en fait, côté finance, on est habitué à gérer des référentiels de données, on sait ce que c'est qu'une donnée structurée, bien définie, normée, auditable, on sait gérer des process de collecte de la donnée, on sait gérer des process de pilotage de la donnée, et puis on a des outils. Et donc on s'est dit que c'était des expertises qu'on pouvait vraiment apporter aux équipes RSE, mais qu'on avait besoin pour ça d'une organisation. Alors quand on parle d'une organisation, c'est vraiment une fonction, la fonction finance durable chez nous, c'est une fonction de coordination. L'idée n'est pas de créer une grosse équipe centrale finance durable, parce qu'en fait, notre conviction, c'est que c'est vraiment un sujet qui doit être embarqué partout, dans tous les métiers financiers de l'entreprise, et puis dans toutes les divisions, tous les pays, parce que nos leviers d'action sont vraiment sur le terrain. C'est pas le sujet d'une équipe centrale. Et donc c'était vraiment le premier message, c'est se dire c'est un sujet qui nous concerne tous, qui concerne tous les financiers, quel que soit leur métier. Et donc pour ça, on a également un enjeu de formation très très important dont on parlera plus tard.
Donc, mon rôle, en fait, c'est vraiment de coordonner les actions des équipes finance et performance du groupe en lien avec les sujets ESG, et puis mettre en place l'organisation, les process, les outils qui vont nous permettre de mieux piloter nos trajectoires extra-financières, mieux piloter les risques, mais également les opportunités, parce que c'est des sujets sur lesquels il y a des opportunités, et puis faire face à toutes les exigences dont Christian a parlé, de nouveaux reporting réglementaires, à chaque fois en se disant, voilà, la réglementation se renforce, se durcit, mais faisons-en une opportunité. Et je pense que c'est l'esprit du régulateur aussi, hein, qui est de se dire il faut vraiment que les entreprises se transforment. Donc c'est pas facile, ça nous force à aller beaucoup plus vite, parfois que prévu sur le sujet, mais c'est une opportunité. Le contexte d'Orange, en fait, on est un secteur, donc au sein du secteur de l'ICT, c'est 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre. On peut considérer que c'est faible par rapport à d'autres secteurs. On a pris des engagements forts. On a pris l'engagement d'être net zéro à horizon 2040, avec des points de passage 2025 et 2030. Donc il faut être capable de les mesurer, les piloter, les suivre, bien comprendre les leviers d'action. Et on a... donc la feuille de route, en fait, pour moi, elle est en 4 piliers. Le premier, c'est vraiment structurer la communauté finance durable dont je parlais, avec des points de relais partout dans l'organisation, et organiser le maillage avec les équipes RSE partout. On ne sera jamais des experts de la RSE, et donc c'est vraiment important d'organiser ces binômes finance RSE partout dans l'organisation, en clarifiant la gouvernance. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu de pédagogie et de formation. Le troisième enjeu, c'est vraiment anticiper les évolutions réglementaires. Il y a la CSRD, entre autres, mais pas que. Anticiper les évolutions de nos modèles d'affaires, parce que ce dont on parle vraiment là, c'est une transformation de nos modèles d'affaires. C'est des enjeux de pérennité pour l'entreprise, mais aussi des opportunités. Et donc, on parle vraiment de transformation des modèles d'affaires. Et le dernier axe de la feuille de route, c'est des chantiers communs qu'on a lancés avec les équipes RSE depuis plusieurs mois, notamment autour de la donnée, donc la structuration d'un référentiel de données extra-financières. Ça prend du temps, il y a beaucoup de données. C'est des données sur lesquelles on n'est pas toujours très au clair sur les définitions. Donc encore une fois, on a besoin d'une expertise forte côté RSE et de vrais binômes finance RSE pour faire ce travail. On a tout un chantier autour des outils, avec les sujets d'outils pour de la collecte, mais également des outils pour le scope 3, pour la gestion du risque climat. Et puis un volet très important sur tout ce qui est pilotage du risque et contrôle interne, qui est quelque chose sur lequel je pense que tous on a un vrai rôle à jouer, avec un renforcement nécessaire de toute la chaîne de contrôle interne. Donc voilà dans les grandes lignes la feuille de route de la finance durable chez Orange. Alors justement, comment vous formez l'organisation à ce nouveau contexte législatif et à ces évolutions stratégiques? Parce qu'en fait, pour beaucoup d'entre nous, quand le sujet RSE arrive ou quand le sujet taxonomie, CSRD arrive, on se dit, bon, ça fait un peu peur, on ne sait pas comment faire, on n'a pas forcément de système. Voilà, donc comment vous, dont c'est le poste, vous avez réussi à vous former? Alors je crois que dans la formation, il y a deux aspects. Il y a nous, en tant que financiers, comment comprendre les enjeux ESG, les enjeux environnementaux, climatiques. C'est pas notre métier au départ, donc il y a ce volet-là. Et puis le deuxième volet qui est comment, en tant que financier, on peut se former sur les évolutions pour chacun de nos métiers. Donc c'est ces deux volets qui sont complémentaires. Il y a des actions de sensibilisation comme la fresque du climat par exemple qui sont possibles, et ça je pense que c'est important pour permettre en fait aux équipes d'avoir envie, parce que c'est des sujets sur lesquels voilà, il faut que chacun se dise je comprends l'enjeu, je comprends pourquoi il est urgent d'agir, et donc susciter l'envie, je pense que c'est quelque chose d'important. Ce que je disais aussi, c'est qu'on ne sera jamais des experts des sujets RSE, mais les échanges avec nos experts environnementaux notamment sont absolument clés. Donc lire, comprendre, questionner, ça c'est important. Et puis après sur la partie métier financier, de notre côté on a monté une formation pour tous les financiers du groupe. Donc c'est un travail qui a été fait avec nos équipes RH, et je vois Marie-Pierre au premier rang, où en fait on a monté un module de formation qui dure un peu plus de 3 heures. On s'est appuyé sur un conseil pour ça. Ce module de formation, c'est du e-learning qui est disponible en français et en anglais, et qui a pour objectif de sensibiliser toute la communauté financière du groupe, donc quels que soient les métiers, sur les enjeux ESG, sur
concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour Orange? Et puis sur chaque métier financier, donc si je suis contrôleur, voilà ce que ça peut vouloir dire si je suis comptable, si je suis acheteur, si je suis dans les équipes de financement ou relations investisseurs, enfin je ne vais pas tous les lister, mais l'idée c'était vraiment de façon très concrète de rentrer sur ce que ça pouvait vouloir dire pour chacun. Alors évidemment, 3 heures ça ne suffit pas, mais ça donne déjà, c'est de la sensibilisation et c'est déjà très utile. Et puis après, nous, chacun, il y a beaucoup de webinars en ce moment qui sont accessibles et donc on passe beaucoup de temps à suivre, à écouter tous les webinars, notamment sur la CSRD, et ensuite à les rendre digestes pour le reste de nos équipes. Donc on passe beaucoup de temps aussi à faire de la pédagogie en interne et à partager sur ce qu'on a compris. Et parfois on n'a pas tout compris, hein, il faut avoir beaucoup d'humilité, je pense, sur le sujet. C'est un monde qui est en complète évolution et donc on ne sait pas tout, mais on essaye de le restituer de notre mieux aux autres équipes qui travaillent avec nous. Effectivement, donc on l'a dit en introduction et on en a parlé l'année dernière, ce contexte législatif est très prégnant et beaucoup de sociétés de conseil font des webinaires pour animer ce sujet-là. Mais alors Christian, comment les organisations peuvent faire pour ne pas réduire cet RSE à la problématique législative et aller un petit peu au-delà et l'introduire dans la stratégie ? Alors moi je pense que la question qu'il faut d'abord se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi le régulateur devient de plus en plus exigeant ? Pourquoi il y a une vraie tendance à plus de transparence, plus de disclosures, comme on dit en anglais, et plus non pas d'exigence de montrer des belles histoires dans un but commercial ou philanthropique, mais de montrer réellement ce que les entreprises mettent en œuvre pour organiser leur changement. Et moi je vous renverrai à un travail très intéressant qui est sorti en 2005, c'est un peu ancien maintenant, mais ça reste très juste, qui est le travail d'un consortium de scientifiques sur les limites planétaires. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce concept-là. C'est un groupe de scientifiques qui a établi que le monde changerait radicalement et ne permettrait plus une vie humaine avec une qualité telle qu'on la connaît aujourd'hui si 9 limites étaient franchies. Donc dans les 9 limites, il y a l'utilisation du sol, il y a le réchauffement climatique, il y a l'accès à l'eau douce. Et aujourd'hui, en 2023, nous avons déjà franchi 6 des 9 limites. Donc ça veut dire que nous vivons déjà dans un monde qui a radicalement changé et les derniers scénarios du GIEC nous montrent que d'ici 15 ans, la température que nous avons à Paris aujourd'hui sera celle de Barcelone. Et celle de Barcelone sera celle de Dakar. Donc je vous laisse imaginer, pour votre activité professionnelle comme votre activité personnelle, ce que ça veut dire en termes d'évolution. Donc les régulateurs ont réfléchi à ça. Vous avez de nombreuses publications des Nations Unies qui sont très intéressantes. Donc par exemple les objectifs de développement durable des Nations Unies qui ont défini en fait une forme de progrès humain, donc c'est à horizon 2030 vers quel progrès l'humanité doit aller. Vous avez l'Europe qui a défini un Green Deal avec des objectifs de décarbonation, avec des plans de transition. Et la vraie question que se pose le régulateur ensuite, c'est comment je fais bouger les lignes. Donc comment on mobilise les forces des entreprises pour aller chercher véritablement un changement qui va dans le sens de mieux vivre à 10 milliards d'hommes sur Terre. Et moi, il y a un principe que j'aime bien citer souvent, c'est le physicien Niels Bohr qui dit « ce qui ne se mesure pas n'existe pas ». Donc les États sont en ce moment dans une logique de pousser à la mesure de façon à identifier les entreprises qui ont un rôle positif dans leur stratégie et un rôle négatif dans leur stratégie. Et je trouve que c'est extrêmement sain. Et dans la mise en œuvre, on a aussi une mise en œuvre qui est très pragmatique. Regardez ce qui a été fait en Europe. La Commission européenne a dit il va être difficile d'aller chercher toutes les entreprises. Donc nous commençons par les ressources des entreprises, nous commençons par la communauté financière. C'est pour ça que vous avez eu la SFDR sur la capacité des fonds ou des entreprises financières à reporter sur leurs investissements qui s'est mise en œuvre avant le reporting pour les entreprises. Donc, moi, ce que j'en vois, c'est que quand on regarde le contenu de la CSRD qui va effectivement rendre obligatoire la communication de certains éléments à partir de 2025, pour les entreprises les plus avancées, il n'y a rien de très nouveau sur le soleil. Finalement, les ESRS, c'est un peu une forme de synthèse des reportings volontaires, type CDP, Vigéo, ce que demandaient les analystes. Donc, je dirais que ça, c'est rien de très nouveau. Après, on demande quand même une analyse de matérialité. Donc, on demande de hiérarchiser les sujets. Et là, je trouve que les équipes finance ont un rôle très fort à jouer pour trier ce qui a un impact, ce qui compte dans le panorama de l'entreprise et ce qui compte moins. Et donc ça, je pense que nous avons tous un rôle à jouer pour faire les bons choix sur des bases chiffrées et pas sur des bases d'images, de ressentis ou d'expérience. Il y a également une autre vertu que je vois, c'est l'analyse de risque. Tant que l'entreprise n'a pas évalué l'ensemble de ses risques à opérer dans son environnement, elle n'est pas dans un moment de changement, dans un moment de transformation. Et donc ça, je pense que c'est très important. Et enfin,
dernier point, rappelons tout de même que le comité d'audit devra donner un avis sur l'analyse des risques et sur ce qui va être communiqué dans le cadre de la CSRD. Donc je trouve que c'est une très bonne façon de rendre responsables les instances dirigeantes du contenu de leur politique et du contenu de leur stratégie environnementale et sociale. Et ce qu'on constate finalement, c'est qu'on ne parle plus de deux performances séparées, performance financière, performance extra-financière. On parle d'une forme de performance qui va définir la capacité des entreprises à survivre dans un monde qui sera radicalement différent. Et je trouve que c'est donc un cercle très vertueux qu'on parle d'une seule performance, parce que c'est cette performance-là qui va définir dans quel monde nous serons et quelle sera la capacité des entreprises à gagner dans un monde dans 5, 10, 20, 30 ans qui sera très différent. Donc on parle de trajectoire de décarbonation, on parle de carbone. Donc un des premiers pas, c'est le bilan carbone. On a publié un essentiel sur ce sujet. Les bilans carbone sont souvent faits par des entreprises extérieures pour commencer. Ensuite, les entreprises se l'approprient si elles le souhaitent. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, Pierre, comment vous travaillez ce sujet? Quels sont vos outils également et comment vous intervenez sur les trajectoires carbone de Ipsos? Alors chez Ipsos, on a établi notre première empreinte carbone en 2012. Initialement, les 2 premiers exercices avaient été réalisés par des consultants. Et à la suite, on a pris la décision d'internaliser le processus au niveau de la direction financière, parce qu'on avait le souhait de mieux appréhender et contrôler la donnée. Et on souhaitait aussi réfléchir de manière proactive sur les actions à mener pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Donc le process chez Ipsos, il est assez simple. On est présent dans à peu près 90 pays. Donc la donnée, elle est principalement disponible au niveau des pays. Et on a donc mis en place un système de reporting des pays vers le groupe. Et donc les pays nous transmettent de la donnée de type consommation d'énergie, fuel, gaz, électricité, les déplacements professionnels, la gestion des déchets. Et donc, ils utilisent des écrans de saisie qu'on a développés dans notre outil de reporting financier. Et nous, au niveau du groupe, donc on collecte la donnée, on la vérifie, on fait une consolidation, on challenge avec les pays la qualité des données remontées. Et donc, on s'assure que cette donnée, in fine, elle est relativement, ou en tout cas, elle est robuste. Mais ce n'est pas la seule chose qu'on fait au niveau du groupe. On intervient aussi pour calculer des éléments directement au niveau de l'empreinte carbone, sans avoir la contribution des pays. Par exemple, en début d'année, on a lancé un questionnaire pour comprendre les habitudes de nos employés concernant leur déplacement entre leur lieu de domicile et le lieu de travail. Donc on a lancé un questionnaire auprès de nos 20 000 employés. On a obtenu de la donnée et on a pu calculer l'empreinte carbone relative à ces types de déplacements qu'on a ensuite comptabilisé dans notre scope 3, donc les émissions indirectes. Et une dernière chose qu'on fait au niveau du groupe, c'est la mise à jour des facteurs d'émission, puisqu'en fait on reçoit de la part des pays des données brutes et on doit convertir ces données, par exemple une consommation en kilowattheure d'électricité, et on doit la convertir en tonnes de CO2. Et pour que l'information soit robuste, on doit s'assurer que les facteurs d'émission qui sont uploadés dans notre système sont correctement mis à jour et de bonne qualité. Et donc on fait ce travail de vérification une fois par an pour la mise en place de l'empreinte carbone annuelle. Voilà. Donc ça c'est globalement le process tel qu'il existe chez Ipsos pour déterminer notre bilan carbone, l'empreinte carbone. Et bien entendu, nous avons également des objectifs et des trajectoires de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. À ce stade, on a un objectif de réduction de gaz à effet de serre qui est indiqué dans notre DPEF. C'est un objectif qui a été fixé en 2020, à horizon 2023, donc dans le cadre de notre roadmap 2021-2023. Donc l'objectif, il est exprimé en tonnes de CO2 par employé et il concerne les scopes 1 et 2, donc les émissions globalement relatives à nos bureaux, et une partie du scope 3, nos déplacements professionnels. Et donc on a suivi entre 2021 et 2023, et on va continuer en 2023, l'évolution de cet indicateur pour vérifier si on a bien atteint l'objectif qu'on s'est fixé. Donc cet objectif, il prend fin en 2023, et on va initier un travail pour déterminer de nouvelles trajectoires de réduction d'émissions carbone, cette fois-ci fondée sur la science. Et quand je dis fondée sur la science, je fais bien entendu référence au SBTI, le Science Based Target Initiative.
Donc on a cette ambition en fait d'avoir des objectifs de réduction par rapport à une année de référence, à la fois pour le scope 1 et 2, mais aussi pour le scope 3. Et dans le scope 3, bien entendu, j'inclus les achats réalisés auprès de nos fournisseurs, qui constituent une part très importante de notre empreinte carbone. Donc voilà, donc, au final, la fonction finance est particulièrement le contrôle de gestion. On intervient donc sur tout le processus, de l'envoi des instructions au pays, à la collecte des données, l'analyse, la définition des objectifs, et on intervient également dans la mise en place d'actions qui pourront conduire à la réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc on est impliqué voilà, de A à Z sur le processus. Justement, on parle beaucoup de scope 3. Est-ce que Constance, vous pouvez nous en dire un petit peu plus Alors effectivement, chez Orange, comme je le disais tout à l'heure, nous on a pris un engagement d'être net zéro à horizon 2040 et avec des points de passage en 2025 et en 2030. Pour pouvoir atteindre ça, il faut bien comprendre de quoi on parle, quels sont les leviers. Et en fait, on s'aperçoit que quand on regarde notre bilan carbone, scope 1 et 2, c'est à peu près 20% de nos émissions. Le scope 3, c'est 80%. Et dans le scope 3, l'essentiel chez nous, c'est nos achats et donc le travail avec les fournisseurs qui va être absolument indispensable. Et en fait, on voit qu'on est sur un sujet sur lequel travailler seul ne fonctionne pas. Enfin, on a vraiment besoin du collectif. Alors, c'est vrai sur notre travail entre équipes en interne, mais c'est très vrai maintenant sur la façon dont on va travailler avec les autres entreprises, travailler avec tout notre écosystème. Quand on regarde la qualité de nos données, alors déjà pour constituer ce bilan, on s'est appuyé sur un prestataire externe, notamment pour toute la partie collecte de la donnée. Ça reste quelque chose de très chronophage et compliqué encore. On a beaucoup de difficultés sur la collecte de la donnée, notamment sur le scope 3, encore une fois parce que tout n'est pas à notre main. Sur le scope 1 et 2, maintenant on arrive à le suivre de très près, à reporter régulièrement. Sur le scope 3, en fait, les données qu'on vient de publier là dans notre DPEF sont des données à fin 2021. On vient de lancer et on est content en fait. On est content de réussir déjà à publier un bilan complet à fin 2021 où on a vraiment compris ce qu'il y avait dans chacune des briques de notre scope 3. Et ça pour nous c'est une avancée assez importante. Après l'enjeu maintenant, et là on vient de lancer le process de collecte des données scope 3 2022, l'enjeu c'est d'être capable de vraiment accélérer sur ces process de collecte, fiabiliser la qualité de l'information et puis nous outiller. On est encore beaucoup sur des fichiers Excel et donc là on est en train de réfléchir à la mise en place d'un outil sur le scope 3. On a pris la décision chez Orange que notre DSI Finance allait être la DSI de l'équipe RSE. Donc c'est vraiment un travail main dans la main qu'on fait entre les équipes finance et RSE. Jusqu'à maintenant, côté finance, on n'était pas beaucoup impliqué sur ce sujet du bilan carbone. Mais pour ces enjeux vraiment de collecte, de qualité de la donnée, d'outils, en fait, les équipes finance sont en train de monter à bord et d'apporter leur expertise. Après, l'autre enjeu qu'on a, c'est une fois qu'on a bien compris ce qu'il y a dans le scope 3, et on a aussi tout un travail en cours sur vraiment de la modélisation un peu fine. Alors là, pareil, c'est pas au départ, c'est pas un travail au départ des équipes finance, mais c'est vraiment un travail de nos équipes RSE avec nos équipes innovation pour bien comprendre comment ce scope 3 va se déformer en fonction des différentes actions de l'entreprise. Une fois qu'on aura bien compris tout ça, on va pouvoir rentrer dans une phase qui est la phase la plus importante, qui est vraiment le pilotage. Et donc aujourd'hui, en termes de pilotage, en fait, sur le scope 1 et 2, on a déjà donné des feuilles de route avec des engagements à nos divisions. Et donc, c'est quelque chose qu'on suit régulièrement. On a décidé, là, dans notre prochain process budgétaire qui va commencer en juillet, d'inclure, avec les objectifs financiers, des objectifs CO2 sur le scope 1 et 2. En revanche, on n'est pas encore mûr pour le faire sur le scope 3. Pour ça, il faut vraiment qu'on arrive à avoir une compréhension fine de la modélisation de ce scope 3 et des objectifs raisonnables qu'on peut fixer à chaque division. Mais je pense que c'est vraiment notre prochain enjeu, c'est celui-là. C'est vrai, je pense que les entreprises ont un vrai sujet autour du scope 3, autour de leur capacité à comprendre leur environnement. Et il y a quelque chose qui, nous, financiers, nous rend, je dirais, un petit peu tendus, c'est qu'on n'est pas sur du financier, on n'est pas sur la performance financière, on n'est pas sur du chiffre, on n'a pas de rapprochement bancaire qui nous sert
je dirais, de filet de sécurité et qui nous permet à minima d'avoir une visibilité sur l'activité. On parle ici d'aller collecter des données d'activité. On parle de nombre de kilomètres parcourus, on parle de nombre de litres d'eau recyclés, on parle de tonnes de plastique collectées. Ce sont des données très opérationnelles. On n'est pas avec un tiers qui donne un avis sur le cash, la marge, le chiffre d'affaires. On est vraiment sur une connaissance fine de l'activité. Et je pense que c'est là vraiment qu'en tant que financier, on a un rôle à jouer, comme ça a été dit, sur la qualité de la donnée, sur le processus de collecte, sur son automatisation, de façon à ce que cette information qui est très diffuse, et elle existe forcément, puisque vous avez forcément dans une usine quelqu'un qui a un avis sur les consommations d'eau, vous avez quelqu'un qui a fait un plan de transport, donc qui a un avis sur le nombre de kilomètres parcourus, mais comment on peut faire émerger ces données, aller connaître la bonne personne, qui a la bonne visibilité, qui a la bonne capacité à influencer surtout sur le niveau de performance, pour en faire un axe, non pas de constat, mais un axe d'animation. Et je voudrais vraiment insister sur ce point, parce que on a beaucoup parlé de reporting, on a beaucoup parlé de reporting contraint avec la CSRD. Moi, je voudrais bien qu'on parle aussi performance, qu'on parle animation. Autrement dit, vous avez aujourd'hui des acteurs plus avancés que d'autres qui se disent... Je vous donne un exemple très classique qui dit, ben voilà, moi j'ai décidé de devenir entreprise à mission. Donc, vous savez, entreprise à mission, c'est un statut spécifique qui fait que vous avez un comité d'experts indépendants qui suit vos engagements environnementaux et sociaux et qui a un avis de la même façon que le conseil d'administration sur l'atteinte de ces objectifs. Et vous vous rendez compte en cours d'année que vous n'allez pas atteindre vos 3% de réduction de CO2, vous serez à 2,5. Bon. Je vous garantis qu'il vaut mieux s'en rendre compte au mois de juin qu'au mois de décembre, parce qu'au mois de juin, vous avez encore un éventail d'options. On vous dit, tiens, est-ce que je vais accélérer la construction de panneaux solaires sur mon usine espagnole? Est-ce que je vais acheter des certificats d'énergie verte en Indonésie? Est-ce que je vais accélérer mon programme d'agriculture régénératrice en Allemagne? Enfin, vous avez une capacité en tant que directeur finance durable à donner des pistes et à donner les moyens à un COMEX de décider. Et moi, je trouve ça extrêmement intéressant de dire que on peut ne pas être que sur le reporting contraint et on doit être en tant qu'équipe finance durable sur comment on amène les sujets extra-financiers sur la table du COMEX avec les mêmes clés de décision que les sujets financiers. Et c'est ce que j'appelle la convergence, parce que c'est là qu'on pourra en fait choisir l'allocation des ressources de l'entreprise, non plus sur le feeling, l'image, l'expérience, mais sur une capacité à mesurer, une capacité à décider qui sera vraiment impactante pour le COMEX et qui lui permettra de faire des choix conscients. Et j'insiste beaucoup sur la capacité des équipes finances durables à permettre des choix conscients au plus haut niveau de l'entreprise. Merci à vous trois. On va laisser la parole à la salle, parce que j'imagine que vous avez des questions, et je vois Frédéric qui fait ses yeux de timekeeper, donc c'est bon. Donc est-ce qu'il y a des questions? Tout va bien, jusque-là. Alors, les questions. Bonjour à tous, Sylvain Mestralé. Alors moi déjà je voulais vous remercier pour vos témoignages. Constance, j'avais une question pour vous. Déjà je trouvais que la création d'une direction de finances durables, je trouvais que c'était un acte fort. J'aurais voulu savoir quels avaient été les obstacles au début dans vos interactions avec les différentes équipes financières et comment est-ce que vous arrivez à les mobiliser pour qu'ils libèrent du temps, qu'ils se concentrent sur ces objectifs-là en dehors de leur quotidien déjà très occupé. C'est une très bonne question, et si je me remets 18 mois en arrière, j'étais dans les équipes controlling et j'avais commencé à essayer de diffuser le sujet en intégrant en fait l'extra-financier dans nos process budgétaires. La première réaction des contrôleurs, ça a été de me dire t'es gentil, mais on n'a pas le temps, c'est pas notre priorité, on a tellement d'autres enjeux, et surtout dans le contexte de crise dans lequel on était, on a tellement d'autres enjeux que celui-là, on voit pas bien. En plus, on comprend pas le sujet, et on n'a pas les outils, et l'Excel, c'est pas possible. Donc en fait, ça faisait beaucoup d'obstacles pour vraiment réussir à avancer. Après, je pense qu'on a une chance, c'est qu'en fait, on a quand même une prise de conscience sociétale qui est de plus en plus forte sur les derniers mois, qui fait que progressivement, le sujet a probablement mûri un peu dans la tête des uns et des autres, et chacun individuellement, je pense, a pris conscience en fait de l'intérêt ou de l'enjeu en fait pour l'entreprise. On a aussi eu le fait que les coûts de l'énergie ont tellement augmenté que finalement on avait des enjeux qui convergeaient entre le financier et l'extra-financier, et que ça nous a aidés, et tant mieux. Enfin, je pense que c'est une bonne nouvelle si ça nous a aidés, même s'il ne faut pas qu'on fasse... nous, côté financier, il ne faut pas qu'on se dise on le fait que pour des raisons de coût, c'est pas le sujet, mais quand les enjeux convergent et que ça permet de faire bouger l'entreprise, c'est une bonne nouvelle. Donc je pense qu'on a bénéficié de ce contexte.
Et donc il y avait quand même une attente forte, à partir du moment où tout le monde a compris qu'il y avait un enjeu et qu'on avait besoin en fait de process, d'outils, il y avait une attente quelque part, il y avait une demande des équipes un peu partout de dire oui, on a besoin de s'organiser, on a besoin de se structurer. Et après, je pense que ce qui était important, c'était d'avoir un sponsorship fort de la part de notre CFO, parce que c'est un sujet en fait qui est tellement transverse, qui est un sujet de transformation, qu'il faut avoir, c'est un sujet qui doit être pris au bon niveau dans l'entreprise pour réussir à faire bouger les lignes. On parle vraiment de transformation de nos process, de nos organisations, de nos outils, mais surtout transformation de notre modèle d'affaires, et ça on ne peut pas le faire si le sujet n'est pas pris au bon niveau, je pense. En attendant la deuxième question, je vais en poser une. On voit apparaître différents modèles d'organisation sur les sujets RSE. Donc il y a un modèle actuel qui est le reporting RSE finalement est fait à la direction de la performance environnementale, avec la finance un peu déconnectée. À l'autre bout de l'échelle, on voit apparaître le contrôle de gestion qui se saisit du reporting RSE, avec des contrôleurs de gestion dédiés éventuellement ou pas. Et puis on voit aussi apparaître le modèle finance durable, qui est pas complètement relié au contrôle de gestion, mais avec des ressources qui sont similaires. À votre avis, selon la taille de l'entreprise et selon le secteur d'activité, quels sont les avantages et les inconvénients des différents modèles? Parce qu'en fait, je pense que ça dépend aussi beaucoup de la taille et de l'impact. Qu'en pensez-vous? J'aurais envie de répondre que ça dépend beaucoup des enjeux auxquels l'entreprise est confrontée. Est-ce qu'elle est sur un enjeu de reporting? Et je dirais, il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui doivent structurer un reporting, et je pense que c'est le premier modèle qui était cité autour d'un contrôle de gestion environnementale. Il y a d'autres sociétés qui se posent la question aussi de comment financer la transition. Et donc ça plaide plutôt pour une équipe finance durable élargie, avec d'autres prérogatives qu'uniquement le reporting ou le pilotage. On voit émerger dans les sociétés les plus avancées des personnes qui sont en charge du financement de la transition des fournisseurs. Puisque quand on parle Scope 3, on parle beaucoup d'achats. Pour donner des exemples, dans la grande consommation, souvent vous avez des grosses marques très puissantes qui sont très multinationales et qui sont en face de petits fournisseurs dans les commodités agricoles, dans le packaging, dans différents secteurs qui n'ont pas les moyens et la connaissance pour engager leurs propres plans qui vont contribuer ensuite aux atteintes des objectifs de leurs clients. Donc vous avez dans les grandes entreprises maintenant, dans les équipes finances durables, également une fonction qui est en train de se créer autour de comment on peut innover pour financer avec les banques, avec des assurances, avec des fonds de garantie, la transition des fournisseurs pour que les fournisseurs changent leurs pratiques et contribuent à la réduction du scope 3. Donc je pense que le modèle s'étend vers de nouvelles compétences. Et après, peut-être en complément, nous, on avait fait pas mal de benchmarks en fait avant de prendre la décision de créer la direction finance durable rattachée au directeur financier chez Orange. Et quand on a parlé avec les autres entreprises, on s'est aperçu qu'en fait, il n'y avait pas vraiment, pour ceux qui étaient les plus avancés, qui avaient déjà mis en place des organisations, il n'y avait pas vraiment de modèle unique, où personne n'avait vraiment de modèle à nous recommander. En fait, il faut vraiment s'appuyer sur l'existant, sur le poids que la RSE a déjà dans l'entreprise. Chez Orange, on a une RSE qui est déjà forte, qui est représentée au COMEX, qui est déjà très structurée dans les pays avec des correspondants partout dans chaque pays. On avait des feuilles de route déjà communiquées aux divisions. Et donc nous, on s'est dit, en fait, il faut qu'on s'appuie sur cette organisation qui est déjà forte et qu'on vienne créer en fait le maillage ou les binômes partout entre financiers et équipe RSE. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment prendre en compte la culture, l'histoire, les enjeux, ce que dit Christian sur finalement quel est l'enjeu de l'entreprise, quel est l'enjeu de transformation qu'on veut porter. C'est assez déterminant dans le choix qui est fait sur l'organisation. Bien. Vous avez envie d'ajouter quelque chose? Oui, non, moi je rejoins ce qui a été dit. Je pense que de toute façon, la collaboration elle se fait naturellement entre les différents départements quand il s'agit de reporting RSE. Nous, on inclut les départements donc ESG, finance, RH, et chacun apporte une expertise sur des sujets dédiés, sur les 3 piliers environnemental, sociétal et gouvernance. Et donc voilà, ça se fait naturellement. Je ne pense pas qu'il y a un modèle parfait, mais en tout cas, en règle générale, et c'est le cas chez Ipsos, toutes les équipes travaillent en bonne intelligence pour produire un reporting RSE de manière rapide, efficace et avec une bonne robustesse des données qui intègrent ce rapport. Mais effectivement, pour le moment, il n'y a pas de modèle unique. Par contre, l'important, c'est que le contrôle de gestion se saisisse de ces sujets-là, évidemment. Bien sûr. D'autres questions? Oui. J'arrive.
Bonjour, Marie-Agnès de Pellouan. On a beaucoup parlé de données, notamment d'émissions de CO2, décarbonation, et donc effectivement là on voit bien le rôle important de la finance. Quid des données sociales? Parce que dans la CSRD il y a une composante sociale. Est-ce que ce sont aussi vos équipes de finances durables, ça c'est peut-être une question pour Constance, qui vont être en charge de la collecte des données et de la même façon qu'elles le sont pour la partie émissions? Voilà, comment est-ce que vous vous organisez? Et puis il y a aussi la gouvernance qui est plus légère à ce stade. Alors, de façon très concrète, là, dans le cadre de la mise en œuvre de la CSRD, en fait, on a créé une équipe projet qui est transverse, finance, RSE, RH. Et effectivement, au départ, quand on a commencé à travailler, on était entre les équipes finance, les équipes RSE. Nos chantiers de transformation, c'était finance et RSE. On n'avait pas la RH avec nous. Jusqu'à ce qu'on se dise, bah oui, on a un problème, on a un sujet. C'est que toute cette donnée S, en fait, elle vient essentiellement... Alors, ce qui est un peu plus facile que la donnée RSE, c'est qu'on a beaucoup de données qui est déjà existantes. On a beaucoup de systèmes d'information qui sont déjà assez robustes côté RH. Donc, on voit un peu plus facilement où on va aller chercher la donnée. Mais effectivement, absolument clé d'embarquer les équipes RH dans ce projet. Et donc maintenant, on est vraiment avec une équipe pluridisciplinaire et on va avancer étape par étape tous les trois ensemble. Après, sur la question de la donnée, on est en train de réfléchir quand on dit on a décidé que la DSI Finance allait être la DSI de la RSE. On a une question effectivement autour de l'architecture SI et de se dire finalement comment on va faire pour toutes nos données viennent se déverser au même endroit, mais c'est un enjeu de quelque part de données qui dépasse un peu aussi ces enjeux extra-financiers. C'est comment on va faire pour que toutes ces données viennent se déverser au même endroit dans un data lake commun et qu'après on puisse en tirer les usages dont on a besoin, tant pour le reporting que pour le pilotage. Mais donc on a ces réflexions en ce moment avec nos équipes SI et nos équipes RH. Juste un petit complément, c'est vrai que la CSRD, ça a été un chantier très important. Et donc au niveau du contrôle de gestion, on a la volonté d'identifier très rapidement les indicateurs quantitatifs, puisqu'en fait, très clairement, il faut que le câble soit branché dès le 1er janvier 2024 pour pouvoir mesurer la donnée qu'on devra discloser dans le rapport de durabilité, et notamment au titre des informations sur la norme sociale. Et donc oui, c'est un sujet qui est pris en main par le contrôle de gestion et on souhaite avoir une visibilité très rapide sur la donnée quantitative à mesurer dès le 1er janvier 2024. Il y avait une dernière question. Il y a deux questions. Il y a deux questions. Oui, bonjour. Merci. Je voudrais revenir sur... Ah non, il y a un conflit de micro. Allez-y, monsieur. Je voudrais revenir sur la mesure de la performance. Je crois qu'un de vos... Enfin, je crois que c'est monsieur Didier qui a parlé donc, de l'unification de la performance, de l'environnement et de l'entreprise. Or, les deux, actuellement, sont incompatibles. La performance environnementale se mesure par l'impact. La performance d'entreprise se mesure par la rentabilité. Est-ce qu'il y a... Comment on va réconcilier ça pour avoir une seule mesure? Non seulement pour les reporting, mais aussi pour la gouvernance tout entière. Merci. Je souris parce que pour moi c'est la question pure du financier et c'est tout à votre honneur qui rêverait d'avoir l'indicateur fantastique qui agrégerait tous les autres et sur lequel il faudrait prendre toutes les décisions structurelles de l'entreprise. Donc la réponse est, je pense qu'on est en train d'écrire l'histoire. Je pense qu'il y a 5 ans, on n'aurait pas eu le début d'une discussion sur le sujet. Parce qu'on aurait parlé actionnariat, on aurait parlé valeur, et on aurait dit est-ce qu'on parle de marge ou de chiffre d'affaires? Ça aurait été la question du jour, on n'aurait jamais parlé de tonnes de carbone ou de litres d'eau. Ce qui est intéressant de se dire, c'est ceux qui sont à l'extrême du scope, donc ceux qui sont vraiment ceux qui vont aller voir la valeur des entreprises, les fonds d'investissement. Aujourd'hui, les fonds commencent à voir qu'ils ont des actifs qu'ils ne peuvent plus vendre. Et pour moi, ça c'est extrêmement novateur. Ça veut dire qu'on a réussi à donner une forme de valeur, alors qui n'est peut-être pas mesurée par un KPI, mais qui est une forme d'analyse de risque, de perception, de mesure de carbone, de mesure de biodiversité, qui fait que le marché ne veut plus investir sur certains actifs. Donc pour moi, ça c'est un signal qui est très très positif. En même temps,
Quand vous regardez en 2022 la capitalisation boursière mondiale, elle n'a jamais été aussi haute. Et quand vous regardez le nombre d'événements climatiques destructeurs d'infrastructures et de vie humaine, ils n'ont jamais été aussi nombreux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les marchés financiers ne pricent pas le risque environnemental à sa vraie valeur, puisque beaucoup d'argent, beaucoup de risques et finalement pas d'impact les uns sur les autres. Ce qui me donne de l'espoir, c'est des acteurs qui sont assez avancés, qui vont dans le sens que vous décrivez en se disant est-ce qu'on peut trouver une forme de convergence. Donc je cite Danone en 2020 ou plus récemment, il y a moins d'un mois, une entreprise dont j'ai oublié le nom qui est opérateur du tunnel sous la Manche, qui ont sorti un indicateur qui est le bénéfice net par action incluant je dirais la dette du carbone, et avec des arguments en disant que cet indicateur-là croîtra plus vite que le bénéfice net par action, parce qu'ils ont réussi à déconnecter leur croissance économique de l'impact environnemental qu'ils ont. Donc je sais que ça a été beaucoup salué par la communauté financière, notamment l'équipe qui rédige et met à jour le Vernimen. Donc ce sont aujourd'hui des pilotes, ce sont des innovations. Personnellement, je ne pense pas qu'un jour on aura un indicateur magique. Je pense qu'on est devant une telle complexité qu'il faut aussi accepter de se dire qu'il y aura des investisseurs qui feront des choix d'investir sur des projets sur l'eau, des projets d'investir sur des projets sur la biodiversité, sur des projets sur la résilience, et qu'on verra bien, à partir du moment où on démarre, chaque mouvement compte et chaque mouvement contribue à faire évoluer le monde dans la direction qu'on le souhaite. Et rien que pour ça, je trouve qu'il faut accepter cette forme d'ambiguïté à court terme. On va prendre la dernière question de Grégoire, mais de façon très courte pour ne pas déraper les horaires. Oui, merci beaucoup Frédéric. Donc ma question est la suivante. Vous nous avez dit, Christian, des postes vont se créer. Je voudrais savoir dans quel type de société, selon vous, plutôt des grands groupes, plutôt des PME, dans quel type d'activité, plutôt des industriels, plutôt des sociétés du service. Finalement, on est bien placé. On a deux interlocuteurs de l'entreprise assez différents. Voilà, existe-t-il d'ores et déjà des formations très pertinentes pour les jeunes talents ? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. En 2019, j'étais le seul, et je peux en témoigner. Quand on cherchait sur LinkedIn directeur finance durable, je me sentais un peu seul. Ensuite, L'Oréal est arrivé. Ensuite, l'an dernier, Kering, Orange, Naos dans un environnement plus ETI. Pourquoi ? Parce que je pense on retrouve la dichotomie entre des sociétés qui ont des enjeux de continuité de leur activité et des enjeux d'avantage compétitif, qui veulent investir du coup mettre leurs moyens sur les activités et les projets qui seront les plus résilients dans l'avenir. Et il y a un autre groupe de sociétés un peu plus récemment appliquées sur le sujet qui doit répondre à la réglementation. Pour revenir à votre question, je pense que quand on est un groupe du CAC 40 aujourd'hui, quand on doit répondre aux questions de l'AMF, comme l'an dernier, autour de quel est l'impact de votre plan environnemental sur les cash flows futurs, on ne peut pas faire l'économie d'avoir... Alors, est-ce que c'est une équipe, est-ce que c'est une personne, une compétence autour de la convergence, finance et environnement durable? Ce n'est plus possible, parce que votre environnement, que ce soit les fournisseurs, les clients, les investisseurs ou les réglementaires, sont trop pressants. Donc je pense qu'on y arrive, et qu'on y arrive de façon certaine. Et je pense qu'il y a une deuxième vague ensuite qui va arriver, qui sont plutôt les PME, qui jusqu'à présent étaient assez peu concernés par le réglementaire. Je rappelle qu'il y aura à horizon 3 ans 5 fois plus d'entreprises qui vont répondre à la finance extra-financière qu'aujourd'hui. Donc je pense qu'on va arriver à une deuxième vague de déploiement de compétences côté PME et ETI. Je regrette vivement que, c'est la dernière part de votre question, qu'il n'y ait pas un mode d'emploi parfait en disant qu'est-ce que la finance durable et qu'il n'y ait pas un petit livre rouge de la finance durable ou une formation idéale. Mais il y a des essentiels. Donc il est certain qu'il y a des essentiels, il est certain qu'il y a des équipes qui font de l'évangélisation et c'est très bien. Je pense qu'il faut aussi accepter en tant que financier qu'on n'est pas sur nos terres habituelles et qu'on est sur un domaine qui se crée. Et c'est pour ça que j'invite tout le monde à avoir une forme d'ouverture en se disant amenons nos compétences de structuration, de revue d'audit dans un monde nouveau et acceptons également d'embrasser des réalités qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Je crois qu'on va s'arrêter là pour les questions. En tout cas, on avait vu dans la première table ronde qu'on allait avoir à courir plus vite. Maintenant, on a aussi d'autres sujets à traiter. Tout va bien, on ne sera pas inoccupé. Merci beaucoup. Au revoir.